Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour partager avec nous ce troisième hangout dans le cadre du Salon du Bourget qui se déroule en ce moment. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Hélène de Boissezon, qui est responsable des activités de ce qu'on appelle la charte espace et catastrophes majeures au CNES, donc pour évoquer l'aide du spatial des satellites en cas de catastrophe naturelle ou éventuellement industrielle. Il se trouve que malheureusement le sujet d'actualité en France, puisque ces derniers jours, les alertes météo se succèdent, comme les orages, les pluies diluviennes, et générant des inondations très sévères dans le sud de la France. Alors, dans quelle mesure les satellites qui font des rondes quotidiennes autour de la Terre peuvent-ils être utiles? Comment cette aide se coordonne-t-elle à l'échelle internationale? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles Hélène répondra tout à l'heure, et on évoquera si les crues qui sévissent actuellement, on pourra aussi revenir plus longuement sur le séisme qui a frappé Haïti en 2010 et qui est un peu un cas d'école en la matière. Hélène nous expliquera tout ceci. Mais avant de lui laisser la parole, je vais vous proposer à chacun de vous présenter. Dites-nous rapidement qui vous êtes, si vous avez un blog, un site et en quoi vous vous êtes intéressé par cette thématique. Alors, on va commencer par Christian. Oui, bonsoir. Eh bien, moi, je m'occupe d'OpenStreetMap France. Et donc, je suis bénévole dans cette association où on fait de la cartographie libre et participative. Merci. Jérôme Correia. Bonsoir, moi je suis étudiant, 4e année à l'IPSA, école où j'étudie l'ingénierie spatiale, et actuellement je suis en stage au LISA où je participe à la création d'un satellite pour le projet QB50. Merci beaucoup. Alors, on a perdu Sébastien Bage qui va peut-être nous rejoindre dans un instant. En attendant, je vais peut-être te laisser la parole, Hélène, pour que tu te présentes et nous dire un petit peu quel a été ton parcours au CNES et comment tu en es arrivé à t'occuper finalement de tout un service qui aujourd'hui traite de ces aspects-là. Voilà, donc moi je m'appelle Hélène de Boissezon, je suis de formation agronome, donc c'est un petit peu particulier au CNES d'être agronome de formation, mais en fait je me suis intéressée à l'observation de la Terre pour des problématiques agricoles, de statistiques agricoles en particulier au niveau européen dès les débuts de mon stage de fin d'études, et j'ai commencé par travailler dans une filiale du CNES pendant quelques années avant de rentrer au CNES en octobre 2000 pour développer les usages de l'observation de la Terre dans tout un tas de domaines scientifiques ou plus opérationnels. Et c'est à ce titre-là que j'ai pu m'occuper d'activités comme l'observation de la Terre au service des sécurités civiles ou des Nations Unies en cas de catastrophe majeure, dont notamment le contexte charte internationale dont Séverine a parlé tout à l'heure. Et après quelques années passées dans ce service, je suis devenue responsable du service finalement dans lequel je suis arrivée au CNES. Et maintenant, c'est dans mon service qu'ont lieu les activités de project manager, c'est-à-dire les personnes qui pilotent une activation charte lorsqu'il y a une catastrophe majeure qui intervient quelque part dans le monde et que la sécurité civile française est demandeuse d'informations pour aller apporter de l'aide sur place ou parce que l'événement a lieu en France. Donc dans ces cas-là, lorsque c'est la sécurité civile française qui active la charte, nous, CNES, on propose d'être project manager. Ce sont des gens de mon service qui ont ce rôle aux côtés de la sécurité civile française. Alors, on peut peut-être effectivement revenir sur, pour introduire, à quel moment l'idée a émergé que le satellite, qui était au départ pas du tout utilisé pour ça, pourrait être utile en matière de catastrophes naturelles. Alors, l'idée a émergé assez tôt dans la tête des ingénieurs du CNES qui avaient conçu et élaboré ces systèmes spatiaux, puisqu'ils voyaient bien que ces images qui étaient avant tout utiles pour des aspects de suivi de l'environnement, de cartographie de culture, voire de cartographie de zones urbaines, périurbaines, avaient un très fort intérêt, puisqu'elle donnait une information très récente, très actualisée d'une zone géographique.
Et l'idée qui a présidé à la naissance de la charte, c'est de se dire, mais ces images-là, qui en général sont utilisées par donc des gens qui font de la prévision agricole ou des cartographes, est-ce qu'elles n'auraient pas un intérêt, donc c'était une vraie question, hein, pour des gens qui ont à intervenir sur un terrain souvent à l'autre bout du monde, où il vient de se passer une catastrophe et où en gros on n'a absolument aucune idée de l'impact de cette catastrophe sur le terrain. Donc une image prise par satellite dès le jour même ou le lendemain ou le surlendemain de la catastrophe a probablement, mais on ne savait pas hein, au début, probablement un réel intérêt pour des équipes qui ont vocation, dans un jour, 2 jours, à être sur ce même terrain impacté par la catastrophe pour avoir des infos sur les routes coupées, non coupées, les aéroports praticables ou non, etc. Et donc c'est vraiment le spatial, là c'est le spatial qui quelque part s'est dit mettons cet outil à disposition de la communauté qui intervient dans les cas donc, de secours aux personnes, dans la phase vraiment d'urgence, hein, lorsque les équipes de secours sont sur place, et voyons si oui ou non ça leur est utile et dans quelle mesure, et est-ce qu'on peut être utile dans ce cas-là. Donc c'était vraiment un pari quand même hein, au départ, on ne savait pas du tout si ça allait effectivement marcher. Alors, juste, et pour préciser peut-être Séverine, il faut retracer, donc ça c'était dans les époques 1900, on va dire 90 par là à peu près, donc il faut voir qu'on avait des images qui étaient à résolution donc de précision spatiale relativement entre guillemets grossière, hein, c'est-à-dire on avait un pixel au sol qui faisait entre 20 mètres de résolution ou 10 mètres de résolution, donc on savait déjà à l'avance hein, que des dégâts qui se passent en zone urbaine très dense par exemple ne pourrait pas être, comment dire, que l'imagerie satellite ne pourrait pas apporter des informations sur ce type de dégâts hein, en zone urbaine dense. Par contre, pour des feux de forêt, par exemple, ou des inondations de plaine ou des choses comme ça, on était assez confiant sur le fait que dans certains types de catastrophes, dans certains types de paysages, on avait sûrement une utilité. Voilà. Et c'est ce qu'a démontré la charte, qui donc a été créée en 1999 par le CNES et l'Agence spatiale européenne, très vite rejointe en fait par l'Agence spatiale canadienne. Donc on dit très souvent que ce sont les 3 membres fondateurs, CNES, ESA et CSA. Et au début, donc, on avait à mettre à disposition de la charte que nos satellites, hein, les satellites de l'ESA, du CNES avec la constellation SPOT et les satellites canadiens RadarSat, donc tous à des résolutions relativement grossières par rapport à ce qu'on connaît maintenant et à des résolutions submétriques comme le CNES maintenant est capable donc de le faire et de mettre à disposition de la charte. D'accord. Alors, entre-temps, nous ont rejoint Laurence de My Science Work. Bonjour. Bonjour. Laurence, je te laisse te présenter. Je vais redonner la parole du coup à Sébastien qui nous a rejoint aussi. Je suis désolée pour le retard, je ne pouvais pas me connecter. Je suis journaliste scientifique et je vais live tweeter grâce au hashtag CNEStalks pour faire suivre vos échanges sur Twitter. Voilà, donc à tous ceux qui nous regardent en ligne et qui ne sont pas dans la conversation, vous pouvez nous poser vos questions. Laurence s'en fera l'écho. Et puis Sébastien qui est revenu parmi nous après une petite interruption, qu'on va laisser se présenter également. Oui, bonjour à tous, un petit bug. Hein. Je suis directeur de l'entreprise Civilisation 2.0 et président de l'association de faits Civilisation 2.0 Actu, qui sont des magazines en ligne de sciences et de technologie, ainsi que le point de contact The Venus Project France, point de contact professionnel du centre de recherche. Je vous salue tous et j'attends d'apprendre plein de choses ce soir. Alors, en fait, Hélène faisait un petit peu un historique de la charte et je sais que vous aviez une question notamment là-dessus sur la façon dont elle est née, mais aussi sur le soutien politique. Alors, on va peut-être vous laisser la parole pour démarrer. Oui, c'est le temps d'activation du micro, désolé. Oui, j'aurais aimé savoir comment est née cette charte dans l'esprit des scientifiques et comment vous l'avez défendue. Alors, je ne sais pas si c'est vous personnellement, mais comment a-t-elle été défendue face aux politiciens ou au monde politique globalement? Alors, c'est un petit peu ce que j'expliquais lorsque vous n'étiez pas encore tout à fait en ligne, mais c'est vraiment le monde du spatial
qui, conscient de l'information qu'on a dans ces images et surtout de la capacité à activer rapidement une prise de vue en programmant un satellite de façon rapide sur une zone qui a été impactée par une catastrophe, donc c'est vraiment le monde du spatial qui s'est dit, proposons cette technologie et ces données au monde des acteurs de l'urgence, des situations de crise, pour évaluer si oui ou non, nous on a l'impression que ça pourrait être utile, avec cette capacité à fournir une cartographie très exhaustive et très à jour d'un territoire où s'est passée une grosse catastrophe. On a l'impression, nous, agence spatiale, que ça pourrait être utile. Est-ce que c'est vraiment le cas? J'ai expliqué qu'à cette époque-là, il n'y avait que des satellites qui avaient une résolution relativement, enfin en tout cas moins importante que les satellites actuels. Donc on savait déjà, les spatiales savaient déjà que il y avait certains types de catastrophes qui pourraient sûrement bénéficier de ça, comme des inondations de plaine, des gros glissements de terrain, des feux de forêt en zone méditerranéenne. Par contre, d'autres types de catastrophes probablement seraient plus difficiles à observer avec les moyens spatiaux de l'époque. Malgré tout, on s'est dit ça vaut le coup d'essayer. Et effectivement, c'est ce qui a été fait à l'initiative du CNES, de l'Agence spatiale européenne, rejointe très rapidement par l'Agence spatiale canadienne. Mais c'est vraiment un accord international entre agences spatiales. Il n'y a pas de politique et de questions. Il n'y a pas eu besoin d'accord politique, c'est pas un accord entre États, donc c'est vraiment le spatial, la technique qui a offert ses services et qui donc petit à petit, assez rapidement même, a fait école puisque au démarrage donc, on avait 3 agences spatiales membres, on est maintenant à 15 agences spatiales membres de la charte en 2013. D'accord, donc c'est les membres déjà des différentes agences spatiales qui ont pris les devants. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, on peut dire que c'est une initiative techno-push, quelque part, mais qui partait évidemment du constat qui, très probablement, ces images avaient des choses à apporter à des acteurs de la crise. Mais on s'est dit, mettons à disposition concrètement des données, mettons-nous en ordre de marche pour que ces gens-là aient un système le plus opérationnel possible à leur disposition et on verra si oui ou non c'est utile. Et l'expérience a montré qu'effectivement ça l'était. Alors Christian avait une question sur le nombre d'activations de la charte notamment. Alors, attendez, on va laisser Christian poser sa question peut-être et la compléter. Je croyais que tu te faisais son porte-parole. Non, chacun va poser sa question. Oui, donc c'était pour savoir combien de fois elle avait été activée depuis que la charte existe et puis si elle était activée de plus en plus souvent aussi. Alors effectivement, déjà, elle est activée depuis 4-5 ans de plus en plus souvent, parce qu'elle est de plus en plus connue, mais aussi à coup sûr parce que les phénomènes, surtout liés à la météorologie, hydrométéorologique, augmentent quand même en nombre, assez sensiblement. Et elle a été activée plus de 400 fois. Depuis sa création. Parfois, elle est activée à plusieurs reprises par différents intervenants pour un même événement. C'est le cas, par exemple, sur Haïti, où il y avait 4 activations différentes, d'abord par la sécurité civile française, puis par la MINUSTA, la mission des Nations Unies en Haïti, puis par la sécurité civile canadienne et enfin par l'USGS aux États-Unis. Et quand il y a comme ça plusieurs activations pour un même événement, c'est le project manager, donc la personne qui techniquement va piloter l'ensemble des opérations sur cette zone, qui gère l'ensemble des opérations au bénéfice des différents utilisateurs. Et donc il y a une mutualisation bien sûr complète des activités. Donc là en l'occurrence sur Haïti, c'était le CNES qui était project manager sur Haïti puisque la sécurité civile française avait déclenché en premier et qui a pris en compte les besoins de la sécurité civile allemande, de la sécurité civile canadienne, des Nations Unies, etc. Alors Jérôme avait une question sur les différents cas traités finalement. Oui, exactement. Moi, je me posais la question de savoir quel avait été le plus gros succès depuis la création de la charte. Concrètement sur le terrain, quel a été son plus gros succès? Alors, succès, bon, c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'employer ce mot pour des situations comme ça, donc, mais on va dire réussite technique, on va dire, ou voilà. Haïti est vraiment un cas d'école.
donc où peut-être on le verra après avec des exemples précis, hein, mais on a eu la chance, donc là aussi avec des guillemets, hein, mais que suite au tremblement de terre, la météo était vraiment très bonne au-dessus d'Haïti, et donc on a pu très rapidement avoir des images optiques, donc des images assez faciles à interpréter, beaucoup plus faciles à interpréter que d'autres types d'images qui sont des images radar. Les Américains ont vraiment joué le jeu complètement donc d'imager Haïti avec des images à très haute résolution qu'ils ont mis à disposition de toute la communauté grâce à la charte. Et donc c'est effectivement un cas d'école au sens où l'ensemble du système a été extrêmement réactif, je pourrais vous montrer des chronogrammes après, et où les conditions météo et les types de satellites dont on disposait à cette époque-là, avec donc déjà de la très haute résolution américaine, ont permis d'avoir des images extrêmement utiles au secours. Après, on a un autre cas qui est assez emblématique aussi, qui est le Japon, le tsunami au Japon, hein, et où là, il y a eu, on va dire, c'est un cas d'école, parce que bon, ce sont bien sûr les Japonais qui ont déclenché l'activation sur la charte, et on a eu une utilisation extrêmement complémentaire des images des satellites à très haute résolution américains, qui faisaient des zooms sur certaines villes touchées, et l'utilisation de Spot 5, qui lui est à une résolution bien moindre, mais qui a permis en 2 jours simplement de montrer, d'aller imager les 400 km de côtes touchées et d'aller estimer l'impact des entrées d'eau à plusieurs kilomètres parfois sur la côte, de façon exhaustive. En 2 jours, on avait toute cette information. Donc là, typiquement, à part le spatial, on ne peut pas avoir une information cartographique exhaustive sur 400 km de long et sur donc, plusieurs kilomètres de large en 2 jours, quoi. C'est impossible sur le terrain, sachant qu'en plus, évidemment, tout était totalement désorganisé. Voilà, donc ça, ce sont 2 exemples qui ont extrêmement bien marché. Après, je dois dire, il y a aussi, bien sûr, des cas où on n'arrive pas à avoir des images non nuageuses, ou des images qui ont été acquises sont finalement pas de la qualité qu'on attendait, donc sont un petit peu difficiles à interpréter. Alors c'est là qu'il faut rester tout à fait humble, hein. Il est clair que ces outils-là pour les sécurités civiles sont un plus, sont vraiment utiles. Si elles appuient sur le bouton charte, c'est qu'elles se disent que dans cette situation comme ils disent, ils font feu de tout bois. Toute information pertinente et fiable et précise est bonne à prendre. S'il y a du spatial de bonne qualité, tant mieux, ils le prennent, ils sont vraiment très demandeurs. Si par hasard, voilà, on n'a pas pu acquérir d'images, la programmation est arrivée un petit peu trop tard et il faut attendre 1 jour après pour avoir l'image, je veux dire, ce sont des pros, des super opérationnels, et ils font leur boulot quand même, hein. Donc voilà, on est utile, parfois je pense extrêmement utile, voire parfois nécessaire, mais certainement pas indispensable, hein. Il faut être réaliste. Alors Christian avait des compléments. Ah pardon, tu voulais compléter? Pour compléter ma question, je voulais savoir en fait si à l'heure actuelle on a le recul nécessaire et l'expérience nécessaire pour pouvoir jauger un peu toutes les possibilités que justement cette charte présente. C'est vrai qu'on a un retour d'expérience quand même qui est assez extraordinaire, hein, puisqu'on a je pense c'est plus de 350 activations, donc événements qui vont d'une éruption volcanique en passant par des glissements de terrain, des inondations, bien sûr, des inondations, soit des crues éclairs, soit des inondations de plaine, tout un tas d'événements comme ça qui ont donné lieu à des programmations d'images optiques, d'images radar, d'images à diverses résolutions. Et ce retour d'expérience, il est effectué effectivement au niveau charte, et il sert à affiner. On affine en permanence les scénarios de programmation d'urgence des satellites pour que dès que la demande d'un utilisateur arrive, par exemple, donc on dit il y a un glissement de terrain en Amérique du Sud à proximité d'une ville, il y a un scénario type
qu'un opérateur d'urgence va appliquer de façon à programmer au mieux les satellites en fonction de tout ce retour d'expérience des 13 en charte. Et dès que, donc ça c'est vraiment un opérateur d'astreinte qui a des procédures, des scénarios types. Et dès que le project manager dont j'ai déjà parlé est nommé pour aller suivre cette activation en particulier, donc lui il va aller beaucoup plus regarder en détail, être en contact avec les gens sur le terrain, les demandeurs, voir si effectivement le phénomène est extrêmement localisé à l'endroit qui avait été initialement indiqué sur la demande charte, ou est-ce qu'il n'y a pas à proximité par exemple d'autres glissements de terrain qu'il faut aussi imager. Donc il va aller ajuster la demande, la faire évoluer en fonction de la situation sur le terrain. Et donc tout ça rentre dans une boucle de retour d'expérience qui est en permanence effectuée et qui donc permet de faire évoluer ces bonnes pratiques, on va dire. Alors, puisqu'on parle de retour d'expérience et de données sur le terrain, je crois que Christian avait envie de réagir, notamment sur Haïti, pour y avoir contribué lui aussi. Oui, oui. Oui, donc Haïti, ça a été une expérience au niveau d'OpenStreetMap parce que avoir des images, c'est une chose, mais ensuite, il faut mettre à jour les données cartographiques. Et la puissance de frappe de centaines ou de milliers de contributeurs qui travaillent en parallèle, c'est aujourd'hui incontournable, quoi. On a même été approché par le COGIC, c'est-à-dire le haut de la pyramide de la sécurité civile en France, pour justement établir des procédures et pouvoir travailler ensemble le jour où c'est nécessaire, parce que l'image satellitaire est intéressante, mais ensuite il faut pouvoir la travailler. Et c'est là où on a été très utile sur Haïti. On a aussi développé des outils, nous, qui permettent de répartir le travail entre des centaines ou des milliers de personnes. Et puis, ça a été réutilisé, malheureusement, sur le tsunami au Japon, où j'ai passé quelques nuits à cartographier les zones où il y avait des débris, les quelques bâtiments qui étaient encore debout et ce genre de choses. Voilà. Donc, je confirme effectivement que les activités de la géographie, les aspects collaboratifs, donc typiquement OpenStreetMap est vraiment le représentant type, mais probablement pas le seul. En tout cas, moi, c'est celui que je connais le mieux grâce à Haïti notamment. C'est absolument fondamental et clé, et c'est totalement complémentaire de l'image satellite. Et je sais que OSM France donc avait demandé à avoir accès, a eu accès très rapidement donc à des données américaines et a aussi demandé à avoir accès aux données fournies par les satellites Spot à l'époque, en se disant quand même c'est un petit peu dommage qu'avec nos capacités d'observation de la Terre en France, on ne soit pas aussi au service et utilisé pour les manips OpenStreetMap. Et d'ailleurs sur Haïti, on est resté en contact extrêmement étroit avec la communauté, avec la COSMA, la communauté OpenStreetMap en Haïti, puisque, je ne sais pas si j'en parlerai après, si ça a un intérêt pour les gens, mais suite à cette activation charte, il y a eu tout un projet de recherche qui est encore en cours, à l'initiative donc qui a utilisé un cadre d'appel à projet ANR, donc l'Agence nationale pour la recherche en France, et où le CNES, associé à 3 autres partenaires institutionnels français, ont proposé de faire vivre une base de données sur Haïti, sur la reconstruction en Haïti. Et dans ce projet, OSM, la communauté OSM, est l'un des acteurs et des contributeurs les plus actifs et les plus moteurs de ce projet qu'à Haïti. Voilà, donc on peut en reparler si vous en voulez, mais on a des liens extrêmement étroits avec OSM en Haïti, Hot avec Frédéric Moine, enfin je ne sais pas si vous le connaissez en Haïti, Jean-Guillaume Cailleton. Voilà, Fred Moine, Jean-Guillaume Cailleton, etc. Ce sont des gens avec qui on travaille, pas au quotidien, mais de façon très très fréquente sur Haïti, effectivement. Christian, peut-être une réaction avant qu'on passe à une autre question. Je crois qu'on va revenir sur Haïti peut-être un petit peu plus tard. On va peut-être revenir un petit peu sur d'autres questions qui se présentent, mais je vous laisse peut-être conclure avant. Oui, moi j'ai une question par rapport aux activations des chartes. Est-ce qu'elles sont publiées quelque part? Est-ce qu'on peut être au courant des données qui sont mises à disposition? Parce que là, par exemple, on a eu des inondations dans le sud de la France. Est-ce qu'on peut avoir accès à de l'imagerie? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose actuellement? Aujourd'hui, là, j'en sais rien.
Oui, alors la charte, elle n'est déclenchée que pour des événements vraiment de très grande ampleur, et c'est le COGIC, justement, c'est le COGIC, Centre d'opération et de gestion interministérielle de crise à Asnières, donc la cellule de veille du ministère de l'Intérieur en France, qui est le seul utilisateur en France qui a le droit d'activer la charte. Et là, en l'occurrence, il n'a pas activé la charte parce que ces événements sont certes catastrophiques à une échelle locale pour la France, mais ce n'est pas un événement d'une ampleur internationale. Donc, ce qui a été activé dans le cadre des inondations récentes, là, toutes récentes, ce sont deux mécanismes, mais surtout un mécanisme européen qui est le service Emergency du programme GMES, je ne sais pas si ça vous parle, Global Monitoring for Environment and Security, donc qui est un grand programme européen avec une infrastructure spatiale, avec des satellites qui vont être bientôt lancés, qu'on appelle les sentinelles, et un programme de service qui vise en gros à fournir un petit peu ce qu'on pourrait appeler des services publics au niveau européen en termes de données interprétées dans des grands domaines comme les océans, les terres émergées, l'atmosphère et les urgences, emergency. Donc c'est le volet européen de ce type d'activité qui a été utilisé, qui a été activé par la sécurité civile française parce qu'en tant qu'utilisateur autorisé, elle sait qu'elle ne doit activer la charte que pour des événements vraiment qui nécessitent une mobilisation internationale. Donc voilà, des événements de très grande ampleur comme Katrina, Haïti, le Japon, des choses comme ça. Donc c'est un mécanisme un peu plus local qui a été utilisé et qui est en train actuellement d'être mis en œuvre. Et les données qui sont... Alors l'accès aux données, c'est un vaste problème, hein, très très vaste problème, puisque toute image satellite ou toute image de tout type a eu des licences d'utilisation. Donc si on revient au cadre charte, les agences spatiales mettent à disposition des données qui sont gratuites pour les utilisateurs, pour les sécurités civiles, on va dire, ou les Nations Unies, mais uniquement pour la période pour les activités de secours aux personnes dans la phase vraiment de réponse à la crise. Donc nous, CNES, nous achetons à Astrium Géoinformation Service des images Spot ou Pléiades que nous mettons à disposition gratuitement pendant la période de la réponse à l'urgence, pendant les quelques jours où, en gros, les équipes de secours sont sur place, et exclusivement pour ces besoins de planification des secours, d'aide au secours. Ensuite, il y a des mécanismes qui existent pour... Ensuite, ces images, elles ont été acquises, elles sont dans des bases de données, elles sont... pour que des scientifiques puissent accéder à ces données pour aller faire de la recherche, de la R&D. Donc, des mécanismes existent. Nous, on est amenés Bon, il y a des négociations avec Astrium pour aller racheter en quelque sorte le droit d'utilisation de ces données pour des buts scientifiques, mais les données, pour le moment, à part donc certaines données américaines, au niveau français en tout cas, les données ne sont jamais libres de droit et mises à disposition comme ça librement de la communauté, parce que c'est la politique de données du distributeur Astrium Géoinformation Service. Jérôme avait une petite question, et puis ensuite Sébastien. Oui, effectivement, je voulais savoir si on pouvait également parler de coûts d'exploitation, parce que j'imagine qu'on doit faire appel à des équipes pour traiter un peu toutes ces informations. Il y a aussi les coûts d'utilisation et d'exploitation des technologies. Alors, j'entends pas très bien, c'est en termes d'exploitation la question, c'est ça? De coûts d'exploitation. De coûts d'exploitation, ah oui, oui, oui. Ah ben, c'est sûr que chaque agence spatiale met à disposition à la fois des ressources humaines. Au niveau du CNES, c'est à peu près l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans la charte chaque année. Ça représente, on va dire, en gros, 2 équivalents temps plein, donc qui se répartissent sur à peu près... il y a une personne qui fait ça quasiment à temps plein, et il y a ensuite d'autres personnes qui interviennent, soit en étant project manager, soit en étant au comité directeur charte, etc. Donc en gros, c'est l'équivalent de 2 équivalents temps plein par an que le CNES met à disposition gratuitement de la charte, plus un budget image qui tourne autour, alors selon les années bien sûr, on s'adapte aux événements. Actuellement, on va dire en période, depuis quelques années, on est environ à 300 kg d'images par an.
Et nous, au niveau français, on a décidé aussi que ces images, surtout lorsque c'était l'utilisateur français, le COGIC, donc qui était demandeur, il fallait absolument qu'elles soient transformées en cartographie, interprétée de très bonne qualité. Et donc, on a une équipe de cartographie rapide qui est en astreinte H24, 24 heures sur 24, donc à Strasbourg, qui dépend de l'Université de Strasbourg, qui est le CERTIT, et dont le CNES finance cette équipe pour le maintien en conditions opérationnelles et pour les moments d'intervention et de cartographie rapide. Donc ça a un coût, effectivement. On peut dire que approximativement, entre le coût des images, le coût donc du maintien en conditions opérationnelles de cette équipe de cartographie et les activations elles-mêmes, on doit être à peu près à 500 kg € par an de budget à peu près. Sébastien? Oui, je voulais savoir, excusez-moi. Oui, et il faut multiplier ça en gros par 15 agences, enfin, même si certaines agences spatiales mettent probablement moins de moyens à disposition, chacun met ce qu'il estime voilà, devoir mettre à disposition. Donc le CNES fait sûrement partie des agences qui s'impliquent le plus dans la charte, on va dire, mais il y en a beaucoup d'autres qui s'impliquent au même niveau, l'ESA, l'Agence spatiale canadienne, le DLR, etc. Après, il y a peut-être des agences qui sont un petit peu plus en retrait, mais qui voilà, qui vont pas, par exemple, mettre 2 équivalents temps plein par an en permanence sur la charte, mais qui de toute façon jouent le jeu, remplissent leurs engagements. Sébastien. Donc, personnellement, je voulais savoir quelle était la différence exactement entre les satellites CNES et militaires, et pourquoi préférer ou pas le CNES à la force civile, par exemple. Alors, j'ai entendu le début de la question, mais là, donc la charte, déjà, ça ne met à disposition, on ne met à disposition que des satellites civils. Les satellites militaires dont on dispose ne sont pas utilisés dans le cadre charte. Alors, c'est vrai que ça fait partie des sujets sur lesquels bon, on essaie de travailler, ne serait-ce que de voir si d'anciens satellites militaires, comme c'est le cas aux États-Unis, ne pourraient pas être déclassifiés pour être utiles à ces événements. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les derniers satellites qui ont été lancés par le CNES très récemment, qui s'appellent les satellites Pléiades, qui sont donc 2 jumeaux qui ont été lancés à peu près à 1 an d'intervalle, il y a 6 mois et il y a 1 an et demi, sont eux des satellites duo, c'est-à-dire qu'ils sont des satellites défense, ils ont été conçus pour des besoins de défense, mais ils sont duo, c'est-à-dire que le civil peut demander accès. Ce qui est secret défense, c'est plutôt les endroits où il y a des programmations, c'est plutôt le plan de programmation par la défense française plutôt que l'image elle-même. L'image est exactement la même, qu'elle soit fournie à la défense ou qu'elle soit fournie à un utilisateur civil, qu'il soit commercial ou institutionnel. Donc on voit que les mondes défense et civil se rejoignent de plus en plus pour des questions de budget, de financement des projets. En fait, ma question était plus dirigée sur pourquoi choisir des satellites civils au profit de satellites militaires, parce que c'est l'État qui donne le feu vert en cas de danger, de souci. La partie, alors je connais beaucoup moins bien la partie satellite militaire, parce que bon, même si le CNES travaille évidemment beaucoup, conçoit des satellites pour la défense, etc. Moi, dans mon service, on est vraiment tourné vers les usages pour la recherche, pour le monde civil, etc. Donc, ce que je connais des images, enfin du monde de l'image satellitaire défense, au moins en France, c'est effectivement un outil qui est considéré comme extrêmement stratégique, qui a une très forte valeur donc en termes d'autonomie, de gouvernance, de pouvoir de décision. Et je pense, enfin actuellement en tout cas, il est clair que la défense française n'est pas prête à mettre à disposition ces images
propre, enfin son système d'imagerie propre, même pour des besoins de sécurité civile au niveau international. Après, s'il y avait vraiment un événement absolument catastrophique en France, là, je pense qu'il y a des procédures qui permettent d'aller mettre à disposition des moyens d'imagerie défense pour des besoins voilà, régaliens français. Mais là, on parle de coopération internationale et d'aller fournir de façon complètement libre des images de nos systèmes à des gens qui sont parfois des universitaires. Les project managers dans beaucoup de pays du monde, ce sont des universitaires indiens ou américains, etc. C'est vraiment le grand public, enfin, même s'il est technique, qui a accès à cette imagerie, étant donné qu'il y a un événement particulier qui le nécessite. Donc la défense française, pour le moment, n'a pas donné accès à ces satellites. Et c'est vraiment le monde du civil qui s'est mobilisé. Question? Merci. Oui, je voulais savoir au niveau de la résolution actuelle sur les images en civil, on arrive à quel type de résolution? Alors les images civiles donc du satellite Pléiade sont donc le satellite français et donc le seul satellite finalement européen à très haute résolution, à résolution symétrique. Il acquiert des images qui sont acquises à 70 cm de résolution au nadir, donc lorsque le satellite est à la verticale, et lorsque le satellite se dépointe un petit peu, la résolution diminue un petit peu, mais en gros on est entre 70 cm et 1 mètre de résolution. Mais ces images, ces données, elles sont fournies, rééchantillonnées à 50 cm, parce qu'on peut faire, la qualité de prise de vue est absolument excellente, donc on peut faire des rééchantillonnages de façon très, comment dire, très propre, et l'image Pléiade est fournie à un pas de 50 cm de résolution pour tous les utilisateurs. Donc ça, c'est au niveau européen. Et au niveau américain, la résolution maximale d'anciens satellites défense qui ont été déclassifiés, c'est à peu près l'équivalent. Ça peut aller de 60 cm à 45 cm jusqu'à... voilà, on est aux alentours actuellement de 40 à... Disons 50 cm, c'est actuellement la résolution la maximale des satellites civils auxquels on a accès. Après, on peut aller. Après, il y a des résolutions, et donc ces satellites-là, bien sûr, enfin, ces images-là, elles ont une précision importante. Donc, ils ont 50 cm de résolution, mais une couverture au sol qui est forcément plus limitée que des satellites moins précis. Donc, par exemple, Pléiade, qui détient le record en termes de compromis couverture au sol, largeur de prise de vue et résolution. Pléiade fournit des images de 20 km de large, mais avec une précision en tout point de 50 cm. Le satellite Worldview, par exemple, un satellite américain, va fournir des images à 50 cm de résolution, mais qui font simplement 15 km de fauché, 15 km de large. On avait d'autres satellites américains précédemment qui faisaient simplement 12 km de fauché pour des pixels de 1 mètre de résolution. Voilà, donc c'est pas du tout la même utilisation que des images spot qui, elles, font 60 km de large, mais avec un pixel au sol qui fait 2,50 m par 2,50 m. Donc on ne va pas du tout observer les mêmes choses. Alors Jérôme avait une question et je crois qu'il voulait notamment qu'on revienne sur Haïti. Oui. Exactement, juste je voudrais avoir quelques exemples en fait tout simplement de ce qui s'est passé à Haïti, voir un peu. Alors je peux comment ça s'est déroulé. Ouais. Je peux vous montrer quelques exemples tout à fait réels de ce qui a été fait sur Haïti. Voilà, donc ça c'est. Est-ce que vous voyez l'image là? On la voit. Oui, tout à fait. Donc, ça c'est une image, mais typiquement, voilà, la première image acquise dans le cadre charte sur Haïti, c'est une image qui a été acquise par un satellite japonais qui s'appelle ALOS et qui est simplement à 10 mètres de résolution. Et que donc l'équipe de cartographie rapide du CERTIT a pu analyser de façon très très rapide, mais de façon en même temps extrêmement simple, en extrayant les voies de communication à partir d'une image Spot 5 acquise précédemment et en fournissant donc un tout premier
résultat, une toute première cartographie extrêmement basique, à peine quelques heures après le déclenchement. Les premiers produits qui ont été vraiment utiles et qui sont issus de l'analyse des images américaines à très haute résolution, je vais vous montrer ça. Hop, alors, ça arrive. Voilà, peut-être c'est ça. Voilà, ça c'est le premier produit qui lui est arrivé. Donc le tremblement de terre avait eu lieu le 12 janvier dans la nuit, pour nous, dans la nuit du 12 au 13 janvier, à 22 h à peu près. Le déclenchement chart a eu lieu 1 heure après, à 23 h, dans la nuit du 12 au 13 janvier. Et ce produit-là, qui fournit une image de Port-au-Prince avec un zonage des dégâts sur la base des images américaines à 50 cm, donc GeoEye à 50 cm, et avec un fond cartographique, on voit ici les crédits, donc le fond cartographique c'est l'image Spot 5 pour pouvoir représenter l'ensemble de la zone avec un même référentiel cartographique, mais les classes de dégâts sont dérivées donc des images GeoEye, 50 cm de résolution, pardon j'ai quitté le screen share, excusez-moi. Hop. Ça c'est encore un autre. Bon, enfin, ça c'est pareil, mais c'est un autre exemple qui a été produit quelques jours après. Donc ces images interprétées sont le résultat de toute une compilation de tout un tas d'informations, dont d'ailleurs des informations qui peuvent arriver de la géographie collaborative, des outils collaboratifs comme OpenStreetMap, pour aller au fur et à mesure de l'événement fournir des cartes avec ici, on voit ici une cartographie précise des bâtiments touchés avec un fond cartographique sur l'ensemble de Port-au-Prince qui a été fourni. Celle-là, elle a été fournie, je crois que c'était 3 jours après le tremblement de terre. Et on voit qu'ici, on est vraiment au niveau du bâtiment individuel. Ici, d'ailleurs, c'était le palais présidentiel. Voilà, donc c'est ce genre de cartographie qui est fournie aux équipes de secours voilà, en temps réel. Enfin, en temps réel, dès que les données ont été acquises et dès qu'elles ont pu être interprétées. Sachant que les délais d'interprétation, côté Certit, je sais plus, je pense que je l'ai dit, c'est à peu près 6 heures entre la réception de l'image, qui est brute, qui n'est pas du tout mise en forme, qui n'est pas rectifiée. Donc l'ensemble du traitement demande environ 6 heures avant que donc, l'information élaborée soit fournie. Christian, peut-être une réaction sur Haïti pour y avoir contribué aussi. Sur Haïti, oui, ces images nous ont vraiment permis d'agir très très vite, quoi. Ça a été, on les a eu effectivement, je crois que ça a été 48 heures à peu près. Et sur le Japon, sur le tsunami au Japon, on a eu des images, il me semble, 24 heures après. C'est allé extrêmement vite. Oui. Oui, effectivement. Moi, j'ai le chronogramme là, je peux aussi vous le montrer. Attendez, j'essaie de vous le montrer. J'ai le chronogramme précis sur Haïti. Il faut que je trouve ma présentation PowerPoint. J'ajoute, on a réalisé une vidéo du mapping d'Haïti dans OpenStreetMap sur ces images où on voit tout le travail qui s'étend en partant de Port-au-Prince pour couvrir tout Haïti. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le lien, mais vous pouvez le diffuser, c'est assez impressionnant. Oui, alors attendez, j'essaie de... On l'a reçu. Ah, vous l'avez reçu, c'est bon. Alors attendez, je vais Non, le lien de la vidéo en question, effectivement, on l'a reçu pour qu'on puisse le partager ensuite. D'accord. Et moi, je vais vous montrer le chronogramme des activités sur Haïti. Donc là, vous le voyez, c'est bon? Ah, il faut peut-être que je le projette, voilà. Ah, voilà. Voilà. Donc ça, c'est le chronogramme. On voit donc le séisme qui a lieu à 21h53 heure française, et 1 heure après le déclenchement de la charte par le COGIC, donc à la sécurité civile française. Le COGIC qui nous informe immédiatement qu'ils ont déclenché la charte et qui compte en gros sur le CNES pour être project manager.
On voit aussi après l'activation donc par les Nations Unies, par la sécurité civile canadienne et par l'USGS. Vous voyez ma flèche qui se déplace ou non? Non? Bon, c'est pas grave. Et donc, les premières images qui sont acquises, la première image à l'os, elle a été acquise 16 heures après le déclenchement de la charte, donc ça a été assez efficace en termes de réactivité. Et la première image américaine à très haute résolution, en gros pareil, hein, un petit peu plus de 16 heures après. La première carte de crise que je vous ai montrée tout à l'heure, qui a été produite en 8 heures, et la première carte avec une information vraiment à très haute résolution, donc sur le Port-au-Prince de façon très localisée, fournie elle aussi en 8 heures à partir de la réception de l'image, et donc le 14 janvier à 15 heures, donc c'est-à-dire moins de 2 jours après le début de la catastrophe. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous suffit. Et après, si peut-être je vais vous montrer la suite des événements. Bon, ça, ce sont des images. Est-ce que vous voyez mes planches là? Oui, oui, on les voit. Oui. Voilà, donc ça, ce sont les types d'images qui ont été fournis par les Américains. Ah non, 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 attention, il faut que tu sortes et que tu, si tu n'es pas là dans la même présentation, ça ne va pas marcher. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Ah, GeoEye. Bon. D'accord, voilà, GeoEye. Là, ça continue à marcher, oui. Ouais. Voilà, donc là, la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est le résultat sur une image de Spot 5, mais de l'interprétation des images acquises à 50 cm par les Américains. Une information, des images de ce type où on voit des rassemblements spontanés de la population dans des zones qui étaient découvertes et des zones assez sûres, qui ont donné lieu très rapidement aussi à une cartographie des rassemblements spontanés de la population pour les Nations Unies. Donc au début, il y avait à peu près 65 rassemblements spontanés dès le deuxième jour. Et cette cartographie a été remise à jour très régulièrement plusieurs jours après, donc une dizaine de jours après, il y avait plus de 300 rassemblements spontanés de la population, et donc c'est à ces endroits-là que les équipes de secours interviennent et qu'il faut apporter donc de l'eau potable, installer des hôpitaux de campagne, etc. Donc c'est le genre d'informations que la charte fournit à ses utilisateurs. Alors Sébastien a une question justement à ce sujet-là, sur les rassemblements de population. Oui. Oui, par exemple, à Haïti, comment vous avez pu voir assez rapidement, puisque d'après ce que vous nous dites, c'est vraiment très très rapide, les mouvements spontanés des populations pour aller se protéger, pour pouvoir intervenir. Et au contraire, les populations peut-être plus isolées, comment vous pouvez agir pour essayer d'envoyer des secours et partager ces médias aux secours locaux? Alors là, c'est pas notre idée. Et voilà, là, la charte, hein, c'est vraiment le monde du spatial qui fournit le maximum d'informations le plus vite possible et de la meilleure qualité possible au monde des secours. Mais c'est pas nous, comment dire, nous on a et notamment l'équipe du CERTIT à Strasbourg, analyse l'image en fonction des attentes de la sécurité civile française, ici en l'occurrence, ou des autres sécurités civiles, mais c'est pas nous qui mettons en place les opérations pour aller pour être sûr qu'on va repérer tous les rassemblements spontanés, y compris en zone rurale, etc. Donc nous, ce qu'on a fait nous très concrètement, et moi je faisais partie des gens qui étaient project manager là pendant 15 jours sur cette activation, on a commencé par répondre aux besoins qui étaient avant tout sur Port-au-Prince dans les tout premiers jours, mais très vite, très vite, au bout de 2 jours, on a vu que Port-au-Prince était extrêmement bien couvert en images, et notamment en images à très haute résolution américaine. Donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a changé très vite la programmation de Spot 5, qui est quand même à 2,50 m de résolution, donc qui ne permet pas de voir par exemple des rassemblements spontanés de population, mais où on peut détecter des dégâts ou des routes coupées ou des choses comme ça, pour couvrir tout le reste de la péninsule. Et donc on a couvert beaucoup d'autres villes comme Carrefour, Léogâne, Jacmel,
etc. De façon à ce que, avec tous les moyens qui étaient présents sur place, tous les moyens satellitaires, justement le maximum de territoire soit couvert le plus rapidement possible, et de façon à ce que les équipes qui intervenaient non seulement à Port-au-Prince, mais dans d'autres villes qui étaient complètement coupées du reste du monde et d'Haïti, on puisse avoir une idée précise de la situation. Et d'ailleurs, j'ai préparé... Ah, Hélène, on ne tente... Oh, on a perdu Hélène. Je pense qu'elle a quitté la conversation en voulant quitter son slide share. Peut-être que Christian, du coup, avait des compléments à donner sur Haïti. Je ne sais pas si peut-être la vidéo, c'est possible que vous la... Je ne sais pas si vous la recevez, cette vidéo, mais voilà, je suis en train de... Est-ce que c'est bon là pour la vidéo? Non, on la voit pas. Non, bon, dommage. Donc j'ai mis le lien, c'est sur Vimeo. Donc c'est une vidéo qui montre vraiment l'activation des contributeurs OpenStreetMap, et on voit toutes les routes qui se construisent très rapidement, parce qu'il faut savoir que les données cartographiques qui existaient Haïti étaient très très incomplètes et souvent très anciennes, et donc le travail qui a été fait a été vraiment très utile aux ONG, et il est encore toujours utilisé aujourd'hui, parce que pour la reconstruction, il y a toujours beaucoup de choses qui sont faites avec des données OpenStreetMap, et on a des équipes qui sont allées ensuite sur place pour former des cartographes pour faire du relevé de terrain directement à Haïti. On a aussi testé plus récemment de la prise de vue à très très haute résolution à l'aide de petits drones, ce qui nous permet, là, on descend à des résolutions de l'ordre de 4 cm par pixel. Voilà. Alors, du coup, l'adresse de la vidéo que Christian a communiquée, je propose que Laurence la répercute aux internautes sur Twitter. Et puis, ça me donne l'opportunité de lui laisser la parole, puisqu'il y avait une question qui venait d'internautes. Alors, c'est Metasky sur Twitter qui demande quelles sont les longueurs d'onde qui sont utilisées. Ah, Hélène, on ne t'entend pas. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, c'est bien. Là, c'est bon? D'accord, Oui. je ne sais pas pourquoi. Donc, les longueurs d'onde utilisées, c'est vraiment tout ce qui est fourni par l'imagerie, alors soit optique, soit radar. Mais en général, dans de l'imagerie optique, on a des longueurs d'onde dans ce qu'on appelle le domaine du visible, donc dans le vert, le rouge, le proche infrarouge, parfois le moyen infrarouge. Et puis, on a tout un tas de longueurs d'onde dans les images radar qui sont des longueurs d'onde beaucoup plus importantes, comme de la bande X en particulier, qui permet d'avoir des images radar à résolution assez précise, de l'ordre du mètre aussi. Voilà. Donc c'est différents types de tout ce qui est mis à disposition, tout ce qui est disponible en termes d'imagerie satellitaire est utilisé dans la charte. On n'est pas spécialisé, uniquement dans l'imagerie optique ou uniquement dans l'imagerie radar. On fait feu de tout bois, comme disent les gens de la sécurité civile, puisqu'on a besoin du maximum d'informations. Et notamment quand on est en cas d'inondation, par exemple, comme en ce moment dans le sud de la France, on a plutôt besoin d'images radar qui s'affranchissent des nuages, plutôt que d'imagerie optique qui, quand il y a des nuages, on ne peut pas voir ce qu'il y a sous les nuages. Donc il faut vraiment mettre à profit l'ensemble de la panoplie et l'ensemble du panorama, de la panoplie d'images satellites qui sont disponibles pour pouvoir répondre au mieux aux demandes. Alors du coup, tu étais en train de nous montrer une carte au moment où on t'a perdu. Tu Oui. voulais peut-être nous la montrer. Oui, c'était pour vous montrer... justement, pas uniquement Port-au-Prince, puisque évidemment Port-au-Prince était extrêmement touché, mais il y a eu d'autres zones imagées, comme par exemple ici, la ville de Léogane. Donc là, c'est l'analyse d'images Spot 5 qui a permis, là les satellites américains n'avaient pas été programmés sur cette zone-là, et c'est
côté CNES, on s'est dit que c'était intéressant d'utiliser les capacités Spot 5 pour aller prendre des images du reste de la péninsule et pas rester uniquement centré sur Port-au-Prince. J'ai une autre image, voilà, sur Carrefour qui est intéressante. Je vais essayer de vous la montrer parce qu'elle montre. Alors, comment je peux vous montrer ça? Parce qu'elle montre des phénomènes qui sont... Est-ce que vous la voyez là? Non? Non. Non. Alors, pourquoi? Bon, sinon, c'est pas très grave. Mais c'était sur la zone de Carrefour, qui est donc une ville un petit peu à l'ouest de Port-au-Prince. Une marée noire créée par donc une rupture d'un terminal pétrolier. Et typiquement, c'est bon, personne sur le terrain ne s'était rendu compte de ce phénomène. Et c'est donc sur l'image Spot 5 prise donc 2 jours après la catastrophe que ce phénomène a été repéré. Et bon. Bien sûr, c'était pas l'actualité n'était pas sur donc à suivre cette mini marée noire, mais malgré tout, ce genre de phénomène induit arrive très souvent dans des cas de catastrophes majeures, hein, où c'est ce qu'on appelle l'effet domino. Le Japon en est vraiment l'illustration. Entre guillemets parfaite, hein, mais où très souvent une catastrophe à un endroit donné peut générer tout un tas d'autres catastrophes en série. Et il est important, notamment justement les enjeux et les aléas, donc les enjeux doivent être présents sur les cartes qui sont fournies à la sécurité civile afin qu'ils identifient par exemple une usine chimique qui est en aval d'une rivière qui elle-même est en crue, présente un très fort risque potentiel. Donc la localisation de toutes ces zones à enjeu fort fait partie du travail de cartographie rapide pour les questions de catastrophes majeures. Sébastien avait une question sur les critères, le déclenchement en fait de cette charte. Ah oui. Alors là... Attends. Laisse-le poser sa question. Merci. En effet, vous avez montré tout à l'heure un chronogramme de comment on peut se procéder, comment les processus étaient entrés. Donc ma question, c'était quels sont les critères qui donnent l'alerte? Est-ce qu'il y a vraiment une checklist gouvernementale qui dit que voilà, si telle population est touchée, s'il y a tel monument ou telle zone qui est touchée, telle dimension, il faut déclencher l'alerte, ou est-ce que c'est complètement autre chose? Voilà ma question. Alors donc là, dans la charte, c'est vraiment l'utilisateur autorisé, donc en France le COGIC ou ailleurs, les sécurités civiles qui décident seuls en fonction de leurs critères de est-ce que cet événement est majeur ou pas. Donc moi je ne connais pas en détail ces procédures, mais c'est vraiment on donne la main complètement à l'utilisateur. C'est lui qui est le gestionnaire de cet outil qu'on leur met à disposition. Et en général, il arrive parfois que certaines activations charte soient finalement refusées parce que les agences spatiales qui sont membres de la charte se disent bon, là vraiment l'événement n'est pas éligible, mais c'est très très rare. Ça peut être le cas par exemple pour des crues éclairs dans des zones soit Afrique du Nord ou en Afrique, etc., mais où le déclenchement intervient simplement 2 jours ou 3 jours après l'événement, et où là on sait très bien que ça ne sert à rien d'aller programmer une image qui elle-même sera acquise encore le jour suivant pour cartographier un événement qui est complètement passé et où les dégâts sont déjà terminés. À la limite, on ne verra presque plus rien sur l'image. Donc voilà, il y a quelques cas comme ça où finalement l'utilisateur autorisé qui a appuyé sur le bouton charte, on lui dit désolé, mais là vraiment c'était pas éligible. Sinon, la charte, c'est vraiment dans 99% des cas, on fait confiance aux critères qui sont ceux des sécurités civiles. Alors c'est un peu dur à entendre, mais c'est vrai que selon les régions du monde,
les valeurs des biens touchés ou du nombre de vies humaines qui en jeu, etc., sont assez variables. Mais il est clair que ce ne sont pas les mêmes niveaux, on va dire, et les mêmes critères qui sont utilisés pour déclencher par une sécurité civile européenne, par les Nations Unies qui elles-mêmes vont déclencher en Afrique, par des pays qui sont en Amérique du Sud peut-être, etc. Donc, mais c'est vraiment la responsabilité de l'utilisateur autorisé. C'est lui qui a les clés de cet outil et qui décide de l'utiliser ou non. Et 99% du temps, la charte joue le jeu et programme ses satellites pour répondre à ses besoins. Merci beaucoup. Alors, Christian, probablement peut-être la dernière question, parce qu'il est 20 heures passées, on arrive au terme de cette rencontre. Oui, j'aurais voulu savoir s'il y avait des évolutions qui étaient prévues sur cette charte, et en particulier par rapport au droit de réutilisation des images. Alors oui, c'est un chantier sur lequel la plupart des agences spatiales et puis le CNES en particulier, je peux vous le dire parce que moi je fais partie des gens qui essayent de travailler dans le respect bien sûr des accords avec les sociétés commerciales qui vendent des images, mais enfin à ce que ces images, surtout sur des événements comme ça et pour des phénomènes qui affectent tant des populations, soient le plus ouvertes possible. Donc oui, ce chantier est en cours. Il y a d'autres chantiers importants comme l'accès universel à la charte, puisque vous avez vu que donc tous les pays des agences spatiales, où des agences spatiales sont membres de la charte, ont des utilisateurs autorisés qui peuvent appuyer sur le bouton charte. Mais heureusement, ce système n'est pas uniquement destiné aux pays entre guillemets, riches ou en tout cas dotés d'une agence spatiale. Il y a d'autres mécanismes pour que des pays sans agence spatiale puissent accéder à la charte, et donc des mécanismes divers et variés, passant par les Nations Unies ou autres. Mais la grande évolution récente de la charte, depuis octobre 2012, c'est d'avoir énoncé et mis en place le principe de l'accès universel à la charte. Donc tout pays du monde, du moment qu'il a une entité de sécurité civile au niveau national, du moment qu'il est capable de recevoir des données numériques, de les intégrer éventuellement dans un système d'information géographique, mais au moins de recevoir une carte numérique et de l'imprimer, et du moment qu'il est capable donc de dialoguer en anglais avec les membres de la charte, il suffit que ces 3 conditions soient remplies et il peut devenir utilisateur autorisé charte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment alors, vous imaginez quand même l'impact que ça a déjà et que ça va avoir en termes de nombre d'opérations charte, qui risquent d'augmenter encore plus. Mais pour rester dans cet esprit de la charte internationale où, pour une fois, on va dire, il y a une mobilisation sur une base complètement non marchande, sans échange de fonds, et où il y a une solidarité internationale entre agences spatiales qui se met en place pour des réponses, pour des événements catastrophiques, c'était assez naturel de se dire ça ne peut pas être réservé à un petit ou moyen club de pays privilégiés, il faut que ça soit universel. Et donc ça, c'était le dernier grand chantier de la charte qui s'est terminé, qui démarre, puisque c'est la mise en place depuis octobre 2012. Et on a déjà eu plusieurs demandes d'accès universel, d'accès à la charte. Merci beaucoup Hélène. Je crois que c'est la fin de cette rencontre. Il me reste tous à vous remercier. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre aux questions de tous les participants. Merci aux internautes qui nous ont suivis, à ceux qui ont interagi et qui ont posé des questions sur Twitter. Merci à Laurence de My Science Work qui était notre partenaire pour cette série de Hangout et qui fait donc l'animation sur les réseaux sociaux. Et la suite, c'est que dans les minutes qui viennent, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo en replay et la partager aussi largement que possible. Et dès dimanche matin à 11 h, je vous donne rendez-vous pour un nouveau Hangout. Alors là, on change complètement de thématique. On va parler de Mars et on passera une journée avec Curiosity. Voilà, ce sera donc le dernier Hangout de ce salon du Bourget avant bien d'autres rencontres qui suivront dans les prochaines semaines. Merci à tous et surtout, restez connectés. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.